tous et bienvenue dans le premier épisode des Fashion and Luxury Talks by Accenture et l'Institut français de la mode, consacré au décryptage des tendances qui façonnent le futur de la mode et notre magnifique industrie. La capitale Paris a sa grande école, l'Institut français de la mode, qui forme les talents du monde entier au métier de la création, de la créativité, du management et des savoir-faire. Et quel plaisir on a un Accenture à collaborer avec l'IFM pour cette série de talks. On y invitera des acteurs, des game changers, des dirigeants leaders au sein de cette industrie et de jeunes étudiants de l'IFM et de la mode pour échanger sur ce qui anime cette industrie, ce qui vraiment apporte le futur de cette industrie et pour croiser nos regards sur les opportunités business, créatives, technologiques qui sont en train de dessiner le futur. Je suis Sama Habib, Managing Director au sein des équipes mode et luxe au sein d'Accenture et je suis ravie de présenter ces Fashion and Luxury Talks. Et pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir, je suis hyper ravie de recevoir avec nous Benjamin Blamoutier, directeur global de l'expérience de Lacoste, marque française iconique. Bonjour Benjamin. Bonjour Sama. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci. Avec nous également Amal Benichou, Managing Director au sein des équipes luxe et mode d'Accenture. Bonjour Sama, bonjour Benjamin. Bonjour Amal, merci beaucoup. Avec nous également Marc Carrel-Billard, directeur exécutif de la R&D technologique Monde. Bonjour Marc. Bonjour Sama, bonjour Amal, bonjour Benjamin. Super content d'être avec vous aujourd'hui. Carrément, un grand merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet dont tout le monde parle, en fait. On peut pas le rater, le métavers. Tout le monde parle de ce sujet-là et on le voit depuis la pandémie. On a vu comment les marques de mode et les maisons de luxe ont vraiment démontré leur capacité à se digitaliser d'une manière extrêmement puissante. Et on rentre dans un nouveau monde, en fait, avec ce métavers. Clairement, un nouveau monde qui va façonner notre manière de vivre, notre manière de faire. Et quand on regarde ce qui se passe sur le marché, on peut clairement dire que la mode et le luxe aujourd'hui sont à l'avant-garde. C'est ça le sujet. Donc, vraiment ravi de discuter avec vous de ce sujet-là aujourd'hui. Quand on parle de métavers, on entend parler justement beaucoup de ce terme-là et de cet univers. Marc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une réelle révolution avec le métavers et comment ça va redessiner vraiment, de façon générale, notre manière de faire, de vivre, et en particulier nos façons de faire dans le retail et dans le luxe, Marc? Sama, c'est une super bonne question parce qu'en fait, tout le monde se pose. Il y a un hype autour du métavers, comme tu dis, qui est important de comprendre. Je pense pas qu'il y ait un interrupteur on-off. Off, pas de métavers. On est rentré dans le métavers à fond les manettes. Je pense en fait le métavers, et on en parle pas mal chez Accenture dans le cadre de notre vision technologique annuelle. On parle d'une espèce de continuum. En fait, je pense qu'il y a un alignement des planètes. Quand je parle de continuum, un alignement des planètes en termes de technologie. Le fait qu'on a des casques de réalité virtuelle ou des casques de réalité augmentée moins chers, qu'on ait une meilleure bande passante, qu'on ait un environnement, le cloud, etc., qui permettent d'avoir des capacités de traitement des données importantes, fait que tout ça, ensemble, la blockchain, permet de créer un petit peu un monde un petit peu immersif, virtuel, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça, c'est le métavers d'aujourd'hui. Mais on parle d'un continuum, d'une ex-évolution d'Internet. Tous les 10 ans, il y a après une évolution d'Internet. Et là, on rentre dans la prochaine évolution qui va être une évolution trois-dimensionnelle, tridimensionnelle et des choses comme ça. On va redéfinir un petit peu ce que c'est que la notion de propriété, donc via les NFT. On va redéfinir pas mal de choses. Et ça, c'est un petit peu ce que va devenir le métavers dans les 10 prochaines années. Et personne, aujourd'hui, personne sait ce que va devenir vraiment le métavers dans les 10 prochaines années. On sait que ça va être important. On sait que pas mal de clients, bien évidemment, essayent de se positionner par rapport à ce que ça va être. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une notion importante autour du retail dans le métavers, parce qu'il y a un hype autour de ça, encore une fois. Et on voit que dans le retail, dans le fashion, etc., il y a des tendances et puis des positionnements dans des environnements comme Decentraland et d'autres.
on échange des NFT, on essaie de se positionner. C'est un peu comme on était dans les années 90 quand on essayait d'avoir sa première page web. Je pense que le métavers va être encore beaucoup plus important. Elle va pas toucher simplement le retail, elle va toucher absolument toutes les industries. L'industrie de la santé, les grosses industries, comme tout ce qui est pétrole, tout ce qui est utilities, et toutes ces choses-là, ça va être important. Alors pour nous, les consommateurs, un peu ce qui va changer, c'est la façon dont on va appréhender l'accès à des nouveaux produits, des nouveaux services, dans cet environnement complètement immersif. Donc ça va changer quand même pas mal de choses. La deuxième chose qui va changer aussi, c'est du côté des fabricants, que ce soit des fabricants de luxe ou des fabricants dans l'automobile et des choses comme ça. C'est comment on va redéfinir un peu toute la partie engineering, comment on va revoir toute la partie manufacturing en utilisant les technologies de métaverse, en utilisant ces notions de géométrique. Et puis comment, on va créer en fait de nouvelles opportunités en termes de marché et avec nos clients. Donc c'est très excitant, mais encore une fois, je pense qu'on est aux prémices du métavers et qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et c'est une évolution plus que vraiment une révolution. C'est clair, merci beaucoup Marc. Donc clairement, on parle, on va dire, d'un tournant, on va dire, et je pense que tout le monde est hâte de voir ce qu'on va retrouver au niveau du virage. Et d'ailleurs, Marc, en partant de ce que tu viens de dire, Amal, toi, tu portes ce sujet-là du moment au sein d'Accenture pour les sujets mode et luxe. Donc, tu bosses au quotidien, tu travailles au quotidien avec les gros acteurs du luxe sur ce sujet. Selon toi, quels seraient les enjeux pour les marques de mode et les maisons de luxe? Et quelles seraient les stratégies notamment à adopter? Je pense que Marc l'a dit, on n'a pas une, mais quelles seraient les stratégies que les marques et les maisons peuvent adopter? Tout à fait. Et c'est vrai que le metaverse, c'est le buzzword de l'année dans le secteur du luxe et de la mode. Et puis on voit les acteurs de cette industrie tous les jours qui sont en train d'explorer les possibles, d'expérimenter, que ce soit à travers les plateformes de gaming, à travers des cas d'usage autour des NFT, etc. Et puis avant de parler du Web 3, si on regarde déjà quand les marques se sont intéressées à la gamification, il y a un parallèle entre ces deux univers. On parle d'une promesse de rêve, une promesse d'émotion, et on revient aussi à tout ce qui est autour de la créativité. Et c'est important, et c'est pour ça que les marques se sont intéressées à cette nouvelle technologie et cette nouvelle tendance. Et quand on parle aussi en fait, le luxe dans les années 90, Marc l'a mentionné, c'est une industrie qui n'a pas su se distinguer dans le e-commerce. Donc le métavers va venir aussi ouvrir les champs des possibles pour que cette industrie-là puisse se distinguer dans ce monde-là. Et puis sur les enjeux, je citerai 3 enjeux majeurs. Le premier, il est important de créer un dialogue entre le monde virtuel et le monde réel. Au profit d'expériences augmentées. On a parlé dans le e-commerce, avec l'arrivée de l'e-commerce, on parlait d'omnicanalité. Et d'ailleurs, on est toujours en train de travailler sur cette transformation digitale avec nos clients. On va parler d'omniréalité avec le métavers, et donc comment faire en sorte qu'il y ait cette continuité entre le réel et le virtuel, que ce soit sur le contenu, sur l'expérience client, sur l'interaction entre la marque et le consommateur. Et même si on remonte dans la chaîne de valeur, on parle aussi de directeur artistique augmenté, et comment le métavers va venir augmenter en fait toutes les capabilities dans cet univers-là. Le deuxième enjeu qui est extrêmement important, c'est un sujet d'acculturation. Je pense qu'il est important de s'acculturer aux usages et aux communautés de cet univers. Et pour la petite anecdote, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gamers, pas plus tard que la semaine dernière. Et c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'il est important de comprendre quels sont les usages dans le métavers et quelles sont les attentes de cette génération,
pour donc au risque de passer à côté des attentes en fait des utilisateurs de ces plateformes-là, et aussi que les marques se positionnent, aient un positionnement très opportuniste ou très commercial, ce qui peut aussi être un risque. Le troisième enjeu, il est technologique. Marc l'a mentionné, on a une première base avec les jumeaux numériques, avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la blockchain, la 5G, etc. Mais il reste encore des choses à faire pour vraiment, alors surtout pour une industrie comme le luxe, où il y a des attentes, où il y a un niveau d'exigence qui est important. Donc, il y a aussi un enjeu de passage à l'échelle et puis de s'assurer que la technologie, qui va être un enabler, c'est pas le sujet central, va être l'enabler pour pouvoir arriver à cette promesse qui est autour de l'émotion et du rêve dans le secteur. Claire. Et un cabinet de conseil tel qu'Accenture, ça serait quoi le rôle d'un cabinet de conseil aujourd'hui auprès de ces marques et auprès de ces maisons de luxe, Amal ? Alors, on reste humble, donc c'est vrai que on accompagne nos clients dans cette vague d'expérimentation pour explorer les champs des possibles. Donc on est un acteur technologique, mais ce qui est intéressant aussi sur ce sujet-là, c'est on a la capacité de mobiliser en fait toutes nos capacités, parce que c'est un sujet aussi de vision et de stratégie. C'est important que la marque pose une vraie vision et que sur ce sujet-là de métavers. Il y a le sujet technologique, je l'ai mentionné, et donc Accenture accompagne les clients dans cette expérimentation. Et puis on a un sujet d'industrie, donc il y a le secteur du retail, le secteur du luxe, mais aussi les autres industries, pour vraiment imaginer les cas d'usage avec nos clients. Donc on parle de métavers, on parle aussi de NFT dans le secteur du luxe et de la mode, et donc on est en train de travailler sur des cas d'usage, sur aussi des business models avec nos clients. Je prends l'exemple de l'économie circulaire. Donc, on se pose aussi la question de comment on peut combiner le monde virtuel avec le monde réel, mon produit physique avec mon NFT, pour derrière asseoir aussi l'image de marque, même dans l'économie de la seconde main, et en fait et pouvoir aussi suivre le cycle de vie du produit. Donc ça c'est un exemple. On a aussi des sujets autour de la créativité. Accenture Interactive aide aussi nos clients à donc en amont et donc vraiment sur des sujets d'expérience et de créativité, de se dire comment je me positionne dans cet univers-là, parce qu'il y a un sujet aussi de brand equity derrière. Donc clairement, je pense que c'est une parfaite combinaison entre le monde technologique et le monde créatif, parce qu'on est en train de vivre sur la partie métavers. D'ailleurs, Benjamin, notre guest star, on va dire, pour ce premier épisode, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. En tant que directeur de l'expérience pour une marque aussi iconique que Lacoste, je pense que le métavers va impacter l'expérience et votre stratégie, votre vision pour cette marque-là. On aimerait bien avoir ta vision sur pourquoi un tel engouement de la part de l'industrie pour ces sujets-là, et pourquoi toutes les marques quasi se lancent en fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles cherchent ? Il y a un mot qui a été employé et qui est hyper important, c'est le mot de créativité. C'est-à-dire que ces sujets de métaverse, ils nous donnent, pour nous les marques, un gros relais de croissance en termes de créativité. Parce que déjà, ces plateformes de métaverse, par la dimension 3D, par la dimension sociale, par tout l'univers qu'on peut y créer, il nous permet, nous, de commencer à pousser des storytelling différents, des storytelling amplifiés, et finalement de mettre en scène nos histoires, nos collections, notre ADN dans un univers graphique, dans un univers presque parfois fantasmé que ne permettent pas les plateformes actuelles. Et ça, c'est ce qui est hyper intéressant, hein. Là où jusqu'à maintenant, on a créé des collections, créé des contenus, on les a poussés sur parfois des supports publicitaires traditionnels, ensuite sur les réseaux sociaux, on a commencé à créer des relations avec des communautés sur ces réseaux sociaux. Sur le métaverse, on va pouvoir digitaliser, virtualiser, on va dire, ces histoires et les pousser aux consommateurs en leur permettant d'être non pas uniquement spectateurs, mais aussi acteurs de ces histoires. Donc ça, pour les marques,
pousser la créativité à ce niveau-là, déjà, c'est très intéressant. Le deuxième sujet qui commence aussi à intéresser les marques et qui nous intéresse aussi beaucoup chez Lacoste, c'est le fait que ces sujets de métaverse vont aussi commencer à faire évoluer nos stratégies relationnelles avec les clients. C'est-à-dire que là où on avait des relations qui se faisaient par des emails, par des expériences en magasin, par également des communications sur les réseaux sociaux, ouais. Nos stratégies relationnelles vont commencer à se virtualiser, vont commencer aussi à devenir aussi plus fortes, notamment avec ces sujets de NFT qui sont des vecteurs de propriété. Donc vecteurs de propriété, bien sûr, parfois d'œuvres, mais aussi de droits à avoir des accès en avant-première, des accès en exclusivité, le droit aussi à la création, la créativité. Donc ça, c'est un shift assez important qui est en train de se produire, encore qui va arriver sans doute dans quelques mois ou quelques années, mais qui nous intéresse beaucoup parce que c'est une autre manière d'avoir une relation avec nos clients. Et le troisième sujet, c'est que c'est forcément des terrains vierges, donc intéressant de les préempter, ces métaverses, mais c'est aussi des terrains qui vont nous faire avoir une autre existence en tant que consommateur, en tant qu'être humain. On aura notre vie réelle, mais aussi notre vie virtuelle. Et forcément, pour les marques, on a pu proposer des produits dans le monde physique pendant des années à nos clients. Si en plus, on peut leur proposer des pièces et des collections dans leur vie virtuelle, il y a forcément aussi un intérêt économique à regarder et à développer. Donc, carrément et clairement une place à prendre, on va dire, dans ce monde virtuel pour les marques. Tu penses que c'est durable comme engouement, ce qui arrive là en ce moment sur le marché? C'est à voir ce qu'on regarde comme évolution durable, parce qu'il y a quand même beaucoup de promesses qui sont données actuellement. Ce qui est certain, c'est que le passage du Web 2 au Web 3, ça montre quand même des évolutions qu'il va falloir prendre en compte. Le gros sujet, c'est la décentralisation. On voit que les consommateurs ont une envie de se rassembler, ont une envie de faire évoluer aussi leur expérience du web. Là où pendant des années, des plateformes se sont créées, ont agrégé des audiences assez incroyables, notamment sur les réseaux sociaux, Meta, Snapchat, maintenant TikTok, en permettant aux gens de communiquer entre eux, d'échanger du contenu, mais en suivant les règles de la plateforme et en tant qu'utilisateur, en ayant une notion de rétribution qui était quand même, somme toute, assez faible. Là, ces utilisateurs vont pouvoir créer des nouvelles plateformes où ils seront propriétaires d'un bout de la plateforme. C'est ce qu'on voit avec les métaverses décentralisés, la naissance de The Sandbox, de Decentraland et d'autres qui arrivent. En tant qu'utilisateur, on peut avoir un bout de l'expérience à soi grâce au NFT. Et ça, c'est quand même assez incroyable. On peut créer dessus ce qu'on veut. On peut créer son économie avec sa propre monnaie. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et je pense que ce phénomène de décentralisation va être un shift assez fort qui va durer. Après, est-ce qu'on sera dans quelques années tous avec un casque de réalité virtuelle dans des réunions, non plus sur Teams ou Webex ou Slack, mais dans des salles de réunion virtuelles? Est-ce que nos consommateurs iront dans des magasins virtuels? Je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ce phénomène va s'amplifier, qu'il va falloir l'accompagner et surtout, nous, être créatifs au sein de ces plateformes. Clairement. Et ce côté créatif au sein des plateformes sur les expériences, ta vision, ta vision pour l'expérience dans ce métavers sera une continuité entre ce monde virtuel et ce qui se passe dans le monde réel, ou ça sera plutôt une disconnexion, on va dire, ou plutôt une disconnexion entre ce monde virtuel qui va rester très virtuel, sans aucun lien avec le physique? Ta vision là-dessus? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a ce qu'on va faire dans le monde virtuel. Et ce qui est extraordinaire pour les marques, c'est qu'on va pouvoir, à travers le virtuel, et ça peut paraître paradoxal, mais matérialiser tout ce qu'on a dans la tête sur une marque. C'est-à-dire que moi qui travaille pour une marque comme Lacoste, j'ai la chance de travailler avec un patrimoine de 90 ans de création, de 90 ans d'histoire, de 90 ans d'invention. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, on a tout un imaginaire autour de notre fondateur, autour de notre savoir-faire, autour du tennis, du sport, des valeurs du sport. Et tous ces sujets-là qu'on poussait à travers du storytelling écrit, du storytelling visuel, du contenu, on va pouvoir le créer dans un monde virtuel. On voit des expériences qui sont en train de se créer sur tout ce fond de marque, toute cet ADN de marque qu'on va pouvoir rendre réel à travers le virtuel pour les consommateurs. Donc ça, c'est extraordinaire. Et
Après ça, il va évidemment falloir faire des ponts avec le physique. Dans tout ce qu'on fait en tant que marque, on a besoin d'avoir des parcours pour le consommateur, d'avoir une continuité qui s'opère entre le monde virtuel et digital et le monde physique. On a besoin d'avoir cohérence et consistance. Ça, c'est très important et on va continuer à le faire. Ce qui est très intéressant avec les mutations technologiques qui sont en train de s'opérer, c'est que le NFT, ce vecteur de propriété, il est agnostique d'une notion de physique ou de virtuel. Ouais. C'est-à-dire que si j'achète quelque chose avec un NFT, je l'achète sur toutes les plateformes. Donc on peut très bien imaginer des mécaniques où quand j'achète un produit physique en magasin, ça me donne son double pour mon avatar virtuel. On peut très bien imaginer que quand j'achète un produit en magasin, quand je le revends, le NFT permet aussi de continuer la communication de marque avec le futur utilisateur, permet d'autres choses grâce au token, donc ça c'est quand même assez intéressant. Bref, la technologie va sans doute nous aider à toujours plus faire le pont entre le physique et le virtuel, et ça c'est quand même très intéressant. Ouais, je pense intéressant, et si je t'écoute bien, c'est vraiment indispensable, en tout cas dans la réflexion demain, ces ponts-là, et à chaque marque de vraiment l'imaginer. Tu l'évoquais, il y a vraiment deux composantes, et Marc et Amal l'évoquaient aussi. Il y a deux composantes majeures quand on parle de Metaverse. C'est cette composante très technologique sur lesquelles notamment les géants de la tech sont toujours en train de se pencher pour construire ces futures plateformes. Il y a cette composante très créative. On va dire que c'est la marque qui va le porter, c'est la maison de luxe qui va le porter. Donc vous êtes, et c'est ce qui fera la différence demain dans le Metaverse. En tout cas, c'est ce côté vraiment créatif. Avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit arriver sur le marché et toutes les créations, comment toi tu vois les marques, leur façon de s'adapter, leur processus de création de contenu, leur processus de créativité pour s'aligner, pour embrasser ce nouvel univers, on va dire? C'est sûr que pour les marques, ça pose des questions dans la création des histoires et des collections, et ça va sans doute nous amener à nous réorganiser, à acquérir ou développer des nouvelles compétences, et ça, c'est quelque chose qu'on est déjà en train de travailler, et qui avait déjà été créé d'ailleurs par le Web 2.0 et par le social media, par l'évolution aussi de nos stratégies de contenu, toujours plus de vidéos, toujours plus de 3D. Là, on va clairement rentrer dans une autre échelle sur ces sujets-là. Ouais. Donc clairement, ça va, dans notre process de création, nous amener à penser non plus des pièces de mode, des collections uniquement orientées physiques, donc comment on onboard des sujets de 3D, comment on onboard des sujets aussi technologiques comme la blockchain et le NFT dès le démarrage aussi du processus de création, et comment on arrive ensuite à l'infuser dans tout le process et dans toute l'organisation jusqu'au magasin. Donc ça, c'est quand même un sujet qui est extrêmement structurant et qui nous amène bien sûr à regarder quelles sont les briques technologiques qu'on doit pousser dans l'organisation, aussi quelles sont les natures de profils qui doivent nous rejoindre pour créer ces sujets-là. Donc ça, c'est quand même le premier sujet. Et après, dans notre réflexion aussi marketing, il faut qu'on arrive aussi à remettre aussi un peu les choses dans l'ordre sur le métaverse, parce que métaverse, on a ces plateformes décentralisées dont on parle beaucoup en ce moment, mais on a aussi les plateformes plus centralisées, l'évolution des réseaux sociaux qu'on a actuellement, mais également toute l'industrie du gaming qui est en soi une forme de métaverse, un monde virtuel où on a des interactions, mais où globalement on n'a pas encore toutes les briques. Donc comment on arrive à aussi créer des stratégies qui permettent aux marques, avec beaucoup de créativité, de s'exprimer dans ces mondes virtuels, en y ajoutant une brique sociale, comment on génère des interactions entre les gens autour de nos histoires de marque, pas que, comment également on crée une brique économique autour de ces sujets-là, donc comment on arrive aussi à avoir une forme de monétisation à travers la vente de produits virtuels, mais également aussi sur des logiques parfois même publicitaires. Et enfin, comme on a une brique aussi perpétuelle, parce qu'au final, c'est ça la promesse d'un métaverse à la fin, c'est que quand on n'y est pas, il se passe quand même quelque chose. Donc comment on arrive, in fine, à entretenir ça dans le temps. Donc c'est vraiment ces sujets-là qu'on doit imbriquer dans nos organisations, ces dimensions technologiques et surtout ce sujet de la 3D qui est quand même très important, et comment on arrive à l'infuser ensuite dans nos stratégies, dans nos process. Jusqu'au bout. Et on va dire, vous avez commencé à le faire chez Lacoste. Si on regarde l'actualité, vous avez lancé une très belle collab physique et digitale, si on peut se permettre de se dire, avec l'acteur de jeu de Minecraft. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de Lacoste et Minecraft et ce qui a animé et vos retours? Ce qui est très intéressant avec Minecraft, c'est que c'est pas uniquement une
collab, c'est-à-dire deux partenaires qui s'associent pour plein de raisons marketing, pour créer une collection. Nous, ce qui nous a intéressé dans Minecraft, c'est que déjà, c'est clairement un monde virtuel, donc ça crée ce terrain d'expression pour nous en tant que marque qui nous permet de matérialiser dans ce monde virtuel tout ce qui est tout ce qui fait la marque Lacoste, le crocodile, le terrain de tennis. On peut se balader aussi dans un magasin virtuel. Donc ça, c'était très intéressant parce que ça nous a permis de créer une carte Lacoste au sein de Minecraft où déjà, on a lancé il y a quelques semaines, déjà des millions de personnes ont joué, ont créé, se sont baladées dans notre monde virtuel. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est que ça nous a permis de driver notre créativité dans un de ces mondes virtuels. Donc c'était le premier sujet qui allait au-delà finalement de la création d'une collection. Le deuxième sujet, et pourquoi on a aussi voulu travailler avec Minecraft, c'est que Minecraft, c'est une plateforme où on crée ensemble. Il y a cette dimension aussi du collectif qui est très importante pour une marque comme Lacoste, qui permet à des gens très différents de se rejoindre autour d'une expérience collective, mais aussi pour nous autour du crocodile. Et nous, c'est la mission de notre marque, de libérer le mouvement et de connecter les cultures. Donc, on a pu les connecter aussi au sein de cette carte-là. Et après, ça nous a permis également de tirer le fil aussi sur cette opération, sur quelque chose qui est très important pour nous, c'est les engagements de la marque Lacoste, notamment sur l'égalité des chances. Donc d'ailleurs, ce matin, on a lancé un challenge avec Minecraft aux consommateurs qui ont téléchargé la carte de pouvoir créer leur terrain de tennis au sein de la carte. Donc c'est un terrain de tennis qui ne sera pas uniquement en terre battue avec des lignes blanches, mais on va pouvoir être extrêmement créatif. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est ça qui est intéressant sur ces mondes-là. Complètement. Et ce terrain de tennis, en association avec Sport dans la ville, qui est une association qui promeut l'égalité des chances, qui permet aussi à des jeunes dans des quartiers un peu plus défavorisés de pouvoir être accompagnés dans leur évolution professionnelle, dans leur évolution personnelle. Avec cette association-là, on va rendre réel le terrain de tennis qui aura été créé par les communautés sur Minecraft pour permettre à ces jeunes de pouvoir également avoir une pratique sportive. Donc, intéressant dans Minecraft, c'est que clairement, c'est au-delà d'une collaboration autour d'une collection de mode, c'est vraiment une expérience virtuelle qu'on drive jusqu'à la vraie vie, au physique, à travers aussi nos engagements et les storytelling clés aussi de la marque. Bravo, vraiment bravo, parce que vous nous faites part justement d'une initiative qui a été lancée ce matin et pouvoir tirer de ce monde virtuel jusqu'à avoir un impact sociétal, je pense que c'est une parfaite illustration de ce que le métavers va forcément nous apporter. Et d'ailleurs, dans 10-15 ans, tu vois comment cet univers ? Alors, dans 10-15 ans, alors déjà, si j'avais, c'est une question à 50 milliards de bitcoins, mais ce qui est certain, c'est que les évolutions des attentes des consommateurs vont continuer à aller vers plus d'authenticité, plus de liberté et se rassembler. Ça, c'est quelque chose qu'on voit évoluer et que la technologie va permettre. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ce qui est certain, c'est qu'on va aller vers toujours plus d'instantanéité, donc une technologie qui va nous permettre d'être toujours plus connectés les uns avec les autres. Je pense que clairement, il y a aussi maintenant toutes les conditions qui sont réunies pour avoir une réelle économie virtuelle. Donc, il est probable que les marques commencent à développer des revenus assez significatifs quand même dans les mondes virtuels. Est-ce que ce sera dans le gaming? Est-ce que ce sera sur les réseaux sociaux existants ou dans les plateformes en cours de développement? Ça, on verra. Mais je pense ce qu'il faut vraiment regarder, c'est comment, à travers ces nouvelles plateformes, à travers ces nouvelles technologies, les gens vont se rassembler pour créer des choses beaucoup plus fortes et qu'on aura aussi des notions d'économie collaborative sans doute beaucoup plus développées. Clairement, je pense que nous aussi, on y croit et c'est notre plaisir, en tout cas au quotidien, d'accompagner nos clients et les marques dans cette démarche-là. Benjamin, vraiment un grand merci d'avoir partagé avec nous ta vision et notamment sur l'initiative que Lacoste a lancée et aussi ta vision sur ce sujet-là. Clairement, c'est un tournant, comme disait Marc au début. Je propose maintenant de donner la parole aux jeunes, place aux jeunes. On a Élodie, étudiante de l'Institut français de la mode, qui a 2 questions à vous poser. Benjamin, Amal, Marc. Élodie, tu avais une question à poser. Je t'en prie.
Oui, bonjour. En effet, j'avais une question à vous poser. Comment le métavers va-t-il changer notre manière de travailler dans la mode au niveau de la conception, du design et de la commercialisation? Marc, tu veux commencer? C'est une super question, donc merci de l'avoir posée. Et en fait, elle nous rapproche de la discussion qu'on a eue entre le monde physique et le monde digital. Et comment les deux vont travailler en étroite collaboration. Parce que je pense que ça va être fondamental si on veut que le métavers soit un vrai succès. Donc quand on regarde la partie conception, ce qui va être très important, c'est d'impliquer toujours l'utilisateur et les consommateurs. Et donc éventuellement, on pourrait concevoir des nouveaux produits, des nouveaux objets, des nouveaux services, et je vais au-delà de l'industrie du luxe, avec les clients. Être capable de discuter avec son client sur un design futur d'un projet ou d'un produit en utilisant une réalité immersive et accompagner l'utilisateur, récupérer des commentaires de sa part, je pense que ça va être fondamental. La deuxième partie, si on regarde la chaîne de valeur, c'est la partie fabrication. Et là encore, on a parlé de jumeaux numériques. Et les jumeaux numériques dans l'industrie, ça va être fondamental. Ça va être fondamental d'abord pour piloter les machines. Donc on peut très bien imaginer que demain, en fait, on utilisera des jumeaux numériques, et ce qui est un peu utilisé aujourd'hui dans d'autres industries, comme l'industrie aéronautique, l'industrie de l'automotive, etc. Toutes ces choses-là, on utilise le jumeau numérique pour faire de la prédiction, pour faire de l'optimisation sous contrainte des environnements. Et ça, c'est fondamental. Et puis, on utilise aussi les jumeaux numériques pour aller justement piloter à distance des environnements physiques. On pourrait très bien imaginer que demain, on se chausse de lunettes de réalité virtuelle pour être dans un monde immersif qui représente une fabrique, et puis on interagira avec une machine qui est le jumeau numérique d'une machine, qui elle-même, à chaque commande qu'on va faire, va commander la machine physique. Et ça, c'est ce sur lequel on travaille dans nos laboratoires de recherche, parce qu'en fait, on parle énormément de tout ce qui est réalité immersive visuelle, mais il y a toute la partie haptics, il y a toute la partie audio, spatiale, il y a toute la partie olfactive même, qu'on doit ressentir dans ces mondes. Et puis la dernière chose, c'est bien évidemment toute la partie distribution, la partie marketing. Et là, Benjamin en a très bien parlé, etc. Je pense que on va y avoir des nouveaux services et des nouvelles expériences qui vont être fondamentales, mais le consommateur sera vraiment au centre de cette chaîne de valeur depuis le début jusqu'à la fin. Très clair. Benjamin, peut-être que... Le point qui, pour moi, est aussi très important, et c'est ce que tu as dit, Marc, en préambule, c'est l'intégration du consommateur dans la chaîne de valeur. Ça, c'est quand même la vraie promesse du Web3, parce qu'on parle beaucoup de drop de NFT, de métaverse, de création de monde virtuel, mais finalement, le Web3, le shift majeur qu'on est en train d'observer, c'est la décentralisation. C'est que le NFT, en soi, c'est un vecteur de propriété. Et quand on va proposer des NFT, donc des titres de propriété à nos consommateurs, on va pas, je pense pas, faire des millions ou des milliards d'euros de chiffres en vendant des œuvres d'art numériques. D'ailleurs, c'est pas forcément la vocation des marques. Pour ça, il y a des artistes qui sont tout à fait légitimes sur ce sujet. Par contre, à travers le NFT, nous, on peut onboarder nos consommateurs dans une expérience de co-création. C'est-à-dire qu'avec un NFT, c'est une forme d'actionnariat. On devient possesseur, on devient acteur, on devient décideur, et à la fin, on est rétribué. Donc nous, avec le NFT, c'est aussi un titre d'accès, peut-être aussi à une autre vision d'une relation de fidélité, d'un programme de loyalty, d'un programme de co-création, où les consommateurs vont se retrouver acteurs dans le process de création des marques, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir interagir sur la création des collections, ils vont pouvoir accéder, sans doute en avant-première ou en exclusivité à partir des collections, et être aussi rétribués d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce sera par des produits? Est-ce que ce sera par des crypto-monnaies? Est-ce que ce sera par des expériences exclusives? Ça, je pense que on saura être assez créatif pour trouver la bonne formule. Néanmoins, il y a cette notion réelle de l'engagement qui est rétribué avec des expériences, avec des choses en plus. Et c'est finalement ça qui est hyper intéressant avec le Web3, c'est cette décentralisation qui permet de décentraliser aussi la propriété et donc d'avoir une logique économique pour certaines communautés. Très clair. Élodie avait une deuxième question pour vous. Oui, en effet, au niveau du métavers,
on ne peut plus ignorer les enjeux écologiques et sociaux de nos jours. Quels sont les enjeux de durabilité auxquels vont devoir faire face les marques et l'écosystème de la mode? Benjamin, gros sujet. Gros sujet, et toute mutation technologique, de toute façon, entraîne ces questions-là, et encore plus dans le monde d'aujourd'hui. Clairement, ces évolutions sont consommatrices de ressources, donc ça va nous faire quand même réfléchir très rapidement, et on est déjà d'ailleurs sur ces sujets, sur comment on arrive à opérer ces mutations tout en ayant le niveau requis en termes de sobriété. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours sur le développement de crypto-monnaies beaucoup plus respectueuses de l'environnement, le développement de NFT également beaucoup plus sobre. Donc ça, ce sont des sujets qui sont fondamentaux et sur lesquels on travaille et sur lesquels aussi les marques devront prendre des décisions pour s'assurer d'avoir autant de crédibilité dans les univers Web3 que par rapport aux engagements qu'elles ont pris plus largement pour l'environnement. Donc ça, c'est un sujet clé. Et le deuxième sujet, il est social. Qui dit monde virtuel dit interaction. On l'a vu avec l'émergence des réseaux sociaux il y a quelques années. Ça a posé, et ça pose d'ailleurs toujours encore beaucoup de questions sur la liberté d'expression, sur la propriété intellectuelle. Ces sujets-là, clairement, sont en cours de cadrage. Parfois, il y a des législations qui n'existent pas. On a des jurisprudences qui n'ont pas encore été posées. Ce qui est certain, c'est que ça va naturellement aussi être un petit peu cadré dans les mois et les années à venir. Néanmoins, il est important que les marques arrivent, quand on parlait de pont entre le monde réel et le monde virtuel, à avoir une symétrie de leurs engagements et qui finalement, les engagements qu'on a pris dans le monde physique, qu'ils soient aussi réels dans le monde virtuel. Ça, ce sera très important. Et clairement, ça pose quand même beaucoup de questions sur ces sujets de responsabilité sociale et environnementale. Également beaucoup de questions sur un univers légal, quelle est la propriété intellectuelle dans ces univers-là, quelles sont les logiques de propriété, notamment sur les logiques de seconde main. Donc tout ça, c'est des sujets qu'il faudra suivre avec attention. Mais quand on se lance dans ces univers-là, il faut déjà quand même les avoir en tête parce que ça arrive très vite. Complètement. Et c'est des sujets qui préoccupent nos clients, Amal. Tout à fait, et je suis complètement d'accord avec vous, Benjamin. Moi, je pense que ce qui est important, de mon point de vue, c'est d'embarquer la durabilité vraiment dans la réflexion tout de suite, dès maintenant, enfin, ce que j'appellerais by design. Et donc, il y a un sujet d'empreinte ou d'impact environnemental en disant les architectures qui sont en train ou les infrastructures en cours de construction, de limiter finalement la consommation d'énergie, etc. Donc, tout ce qui est aussi lié à la blockchain. Il y a un sujet aussi de sociétal, je dirais même d'inclusion et diversité, parce qu'aujourd'hui on a déjà des avatars dans les métavers, etc. Comment s'assurer aussi qu'on respecte aussi les codes et qu'on s'assure que les personnages, parce qu'on l'a vu dans les réseaux sociaux effectivement, et que les personnages dans ces métavers là soient d'un point de vue éthique, en fait, un reflet aussi de notre société. Il y a un sujet aussi autour de la sécurité, de la cybersécurité, de la protection des données. Et donc, il va y avoir aussi un sujet de législation et un sujet légal autour de ces sujets-là. Donc, très important d'embarquer ça dans la réflexion tout de suite, parce que on a déjà des objectifs à horizon 2030 pour faire du monde dans lequel on vit un monde meilleur. Donc, il faut aussi que le monde virtuel et le métavers atteignent aussi ces mêmes objectifs-là et donc suivent ces tendances. Et puis le deuxième volet que je vois moi plutôt comme une opportunité, donc le métavers peut aussi aider ou contribuer à l'atteinte des objectifs ESG ou à l'atteinte des objectifs environnementaux et sociétaux. Marc tout à l'heure évoquait donc comment calibrer la production. On sait que dans le secteur du luxe et puis dans la mode d'une manière générale, donc on a des stocks, on se retrouve avec beaucoup de
d'invendus, et puis surtout dans le secteur du luxe, où beaucoup de marques ont pris déjà ce virage-là de je ne détruis plus mes stocks, mais j'en fais quoi finalement? Est-ce que donc il y a un sujet d'économie circulaire bien évidemment, mais il y a aussi un sujet en amont où comment aider finalement les équipes même artistico-créatives à calibrer un petit peu cette production, et le métavers va permettre d'ouvrir les champs des possibles, et pour que in fine on se retrouve avec des stocks moins importants. Ça c'est un exemple parmi d'autres. Donc je vois bien les deux sujets. Donc comment on s'assure qu'il n'y ait pas d'impact, et puis comment le métavers pourrait répondre à des enjeux environnementaux et sociétaux et nous aider finalement à accélérer aussi sur le sujet. Quel plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Vraiment, un grand merci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va impacter nos vies et nos façons de faire. Ça, on est sûr. Comment? Je pense qu'il y a plusieurs visions, plusieurs trajectoires, mais ce qui est sûr, c'est un tournant, je pense, pour nous. Un grand merci, vraiment un grand merci à vous trois. Merci beaucoup Benjamin merci, pour ta vision. Merci beaucoup Amal. Merci beaucoup Marc. Merci Elodie. Merci à tous les étudiants de l'IFM pour leur implication pour la réalisation de ce premier épisode. Merci à toutes les équipes en backstage que vous n'allez pas voir mais qui ont vraiment participé à rendre en tout cas cet épisode tel qu'il est aujourd'hui. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans un nouvel épisode. On a parlé métavers aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on parlera de l'humanisation et de l'humain. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux ainsi que ceux de l'Institut français de la mode. Un grand merci à tous et je vous dis à très vite dans les Fashion and Luxury Talk by Accenture et l'Institut français de la mode. À très vite.